dans tous les sujets. Donc, on va essayer de couvrir pas mal de domaines et on est là notamment pour s'échauffer, on va dire, pour le salon de samedi, qui est le salon d'Eduniversal, le salon des meilleurs masters, qui accueille plus de 80 spécialités et notamment tout un pôle finance, donc qui est représenté par des IAE, des grandes écoles, des universités, donc avec toute une palette de programmes, puisque dans les classements Eduniversal, on a 12 classements qui touchent à la finance. Et donc, ils sont représentés samedi à travers les stands des universités, des écoles qui font l'effort de venir sur place pour vous guider, vous informer, partager toutes leurs astuces et vous permettre de bien comprendre aussi les programmes et les métiers, à travers aussi des ateliers métiers, des ateliers aussi de coaching. Donc, il y en aura sur la thématique finance tout au long de la journée. Et Doc Finance est chargé de l'animation d'un pôle d'alternance où ils vous recevront toute la journée pour en one-to-one vous aider, vous guider, réfléchir avec vous par rapport à des offres qui sont actuellement en ligne sur leur site, mais aussi animer une série d'ateliers de groupe pour vous aider aussi à avoir les bons réflexes et savoir comment vous y prendre par rapport à l'alternance, mais aussi par rapport à une démarche de compréhension des métiers pour préciser votre projet pro. Donc, le salon de samedi, c'est à la fois un salon pour étudier d'autres possibilités de candidature ou confirmer ou préciser celles que vous avez en tête, mais c'est aussi un salon qui est là pour vous aider à préparer vos candidatures pour les masters, vos candidatures pour les stages, pour l'alternance et même à trouver des offres, puisque l'équipe Doc Finance, Techit et Bizeo, qui sont 3 antennes du groupe Carivolutis, font remonter et donc vous livreront des annonces toutes fraîches sur des annonces de stage et d'alternance et vous expliqueront, vous les décrypteront, vous expliqueront comment y répondre. Rapidement pour le programme de samedi, sûrement certains de vous sont déjà inscrits et sinon on vous enverra tous les éléments pour que vous puissiez le faire. Je vous propose, comme il est déjà 18h04, qu'on commence et puis on verra si d'autres étudiants nous rejoignent au fur et à mesure. Ça va tout le monde? C'est bon? Oui. Ok, oui, parfait. Alors, on y va. Donc, moi, je suis Cécile Escap, je suis directrice générale d'Eduniversal. Comme j'expliquais, donc j'ai créé avec Florence ces rendez-vous-là tout au long de l'année, que l'on essaie les plus dynamiques possibles pour compléter ce que vous pouvez trouver comme outil sur nos différentes plateformes et nos événements, puisque à la fois Doc Finance et Eduniversal font des événements pour guider les étudiants et jeunes diplômés vers la fin d'études et vers l'emploi. Tout à fait. Donc, c'est à mon tour. Moi, je suis Florence. Donc, je suis product manager pour la marque Doc Finance. Donc, je gère tous les aspects de la marque au global, que ce soit digital comme sur le produit. Donc, voilà. Alors, avec nous aujourd'hui, nous avons donc des étudiants ou jeunes professionnels qui ont besoin de nos conseils. Et pour apporter ces conseils-là, nous avons 2 invités. Donc, je vais présenter le premier, Arnaud Tauvron, qui représente l'IAE Gustave Eiffel, qui a donc un doctorat en finance, donc c'est vraiment son expertise, la finance, qui a donc participé à la création de l'IAE Gustave Eiffel et qui co-dirige plusieurs programmes, dont une licence en management international et le Master 2 de gestion de patrimoine. Il sera présent samedi sur le salon, mais il est déjà là aujourd'hui pour partager son expérience. Tu veux que je dise quelque chose? Non? Oui, vas-y. Non, voilà, je suis très heureux d'être là. Je serais encore plus heureux de rencontrer des personnes samedi au salon Eduniversal. Parfait. Super. Et du coup, nous avons aussi Ange Jegan, qui est International Admission et Promotional Manager. Ange, est-ce que tu souhaites en dire plus sur ton profil?
Merci, je suis Ange Guégan, donc je suis en charge de recrutement et de la promotion des masters à Neoma, dont le master en finance internationale. Et bien évidemment, je suis en charge aussi de tout le recrutement à l'international qui concerne notre programme Grande École pour Neoma Business School. Et voilà, donc je suis très heureux de participer à cet événement-là et je serai bien évidemment avec Neoma Business School samedi prochain sur le stand, sur nos différents stands avec nos différents masters pour être à la rencontre de tous les participants. Parfait. Merci beaucoup. Alors, nous allons avancer à travers cette séquence en suivant différentes questions auxquelles chacun va répondre. Avant cela, Cameline a quelques infos à vous partager sur le déroulement du webinaire. Oui, donc nous allons avoir 5 questions et à la fin de chaque question, si jamais certains d'entre vous, donc les étudiants, vous avez des questions, vous avez besoin de conseils, n'hésitez vraiment pas à les poser directement, que ce soit par le chat ou dans tous les cas, on vous assignera vraiment un moment où vous pourrez poser directement vos questions. C'est vraiment fait pour nourrir l'échange, donc n'hésitez pas à intervenir. Ok, merci. Donc voilà, vous avez le chat et puis votre voix directement. À la fin de chaque séquence, on vous permettra d'intervenir pour pas attendre la toute fin pour rentrer dans quelque chose d'un peu plus interactif. Alors, pour commencer, une question. Alors, on s'est basé sur des questions qu'on vous a proposé de nous soumettre, hein, donc les étudiants, et pour coller le plus possible à vos attentes vis-à-vis de cet atelier. Et donc, la première question qu'on va soulever, c'est quelles sont les 3 erreurs les plus souvent commises par les candidats lors des candidatures et donc que l'on pourrait justement faire ressortir et afin de les guider et pour qu'ils les évitent justement ces erreurs-là. Alors Arnaud, qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet? Alors les 3 erreurs principales. Alors, la première, c'est d'arriver en entretien et d'avoir une vision assez floue du métier qui est visé par le master. Moi, je prends un exemple, hein, vous postulez dans un master en gestion de patrimoine, par exemple, et vous expliquez que vraiment ce que vous voulez faire, c'est toute la journée de l'allocation d'actifs sur les marchés. Et ça n'a rien à voir avec le. Alors, on est toujours dans la finance, mais on est quand même très loin du cœur de métier de la gestion de patrimoine. Donc, vraiment, la première erreur à pas commettre, c'est d'avoir une vision floue des métiers qui sont visés par la formation. La deuxième erreur à ne pas commettre, et là aussi c'est assez drôle parce que des fois, il y a un entretien qui se passe bien et puis à un moment, paf, tout s'écroule, c'est de ne pas bien connaître le programme du master et pire que tout, poser une question sur la formation alors qu'il suffit de regarder le site internet de la formation pour avoir la réponse. Je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, j'ai passé un entretien et c'est quoi le rythme de l'alternance en master patrimoine, alors que c'est une information évidente, elle est sur le site internet de la formation. Ça, c'est la deuxième erreur à pas commettre. C'est quand vous passez un entretien, renseignez-vous bien sur la formation, son contenu, son organisation. Et puis, troisième erreur, c'est de ne pas avoir fait d'efforts vestimentaires. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est en visio qu'il faut venir avec un t-shirt. Voilà, faut faire un minimum d'efforts, à minima une chemise, costume, cravate. L'entretien, ça dure un quart d'heure, donc c'est largement surmontable. Donc pour moi, c'est les 3 principales erreurs. C'est voilà, vision floue du métier, mauvaise connaissance du programme, et puis pas faire d'efforts sur la forme, quoi. Ok, très bien, très clair. C'est vrai que nous, on constate souvent que les étudiants sur les métiers ne sont pas assez armés. Alors, en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que ça vous fait peur, ça vous fait paniquer, et du coup, vous fuyez l'obstacle. Mais bon, à un moment donné, vous allez devoir le passer. Donc, à ce sujet, sur Doc Finance, alors il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, si vous pouvez le couper, s'il vous plaît, parce qu'il y avait beaucoup de bruit. Mais à ce sujet-là, vous avez beaucoup de fiches métiers
sur nos sites internet et particulièrement sur celui de Doc Finance, vous avez des choses très pointues. Vous pouvez même entrer en relation avec des professionnels du secteur. En gros, si vous êtes en entretien avec Arnaud et que vous avez déjà parlé une ou deux fois, ne serait-ce qu'une ou deux fois, à des gestionnaires de patrimoine, vous allez beaucoup plus le convaincre parce que vous aurez des choses concrètes et vous pourrez lui prouver que vous êtes allé vraiment dans une démarche opérationnelle pour connaître la réalité du métier. Vous n'êtes pas censé connaître toutes les facettes, parce qu'en plus, gestionnaire de patrimoine, ça peut vouloir dire plein de choses, mais donc il faut vous construire une expérience concrète d'une relation avec le métier ou d'une démarche de compréhension du métier. C'est notamment ce qu'on propose sur le salon. C'est pour ça qu'il y a des ateliers métiers, c'est pour ça que aussi sur les stands, des formations viennent avec des anciens, avec des professeurs qui sont aussi des praticiens, parce que l'intérêt n'est pas strictement de connaître le détail des modules des cours, mais c'est aussi d'avoir une discussion qui nourrit votre réflexion et votre motivation. Et aller sur un salon, c'est aussi un moyen de consolider sa candidature. Alors, Ange, sur ce point. Oui, très bien. Comme l'a dit Arnaud, faudrait que les étudiants puissent faire un effort avant d'aller en entretien. L'une des choses principales, c'est de pouvoir analyser l'offre. Analyser l'offre en essayant de pouvoir trouver les mots-clés. Qu'est-ce que le recruteur a marqué sur l'offre, sur la proposition, et l'étudiant doit pouvoir trouver les mots-clés, bien analyser l'offre, et Arnaud a tout à fait raison. Et on trouve beaucoup d'étudiants qui partent sur une certaine généralité et ne vont pas sur l'élément précis ou le besoin précis de l'entreprise par rapport à un poste bien défini. Donc, c'est très important de pouvoir analyser l'offre. Donc, l'analyse de l'offre est très importante, et aussi la tenue de l'étudiant, je veux dire la tenue corporelle, vestimentaire, vis-à-vis de l'entretien, permet aussi de pouvoir donner un avis, on va dire, subjectif sur l'étudiant d'emblée. Donc, ce sont des points sur lesquels il faut bien faire attention pour nos étudiants. Lorsque nous rencontrons certains étudiants pour les recrutements, on n'a pas l'impression qu'ils aient regardé les informations qui sont importantes, par exemple pour les directeurs de programme, afin de les accepter dans leur programme, tout simplement, parce qu'il faut bien faire l'adéquation entre son projet professionnel et la formation qu'on souhaite choisir, ou même le travail, l'emploi qu'on souhaite faire. Voilà, donc voici quelques éléments de réponse voilà, que je peux apporter par rapport à ce que vient de signifier Arnaud. Parfait, merci. Florence? Oui, alors moi pour ma part, du coup, je trouve que les 3 erreurs qui sont le plus souvent commises, c'est un manque de personnalisation de la part des candidats lors de leur candidature, la négligence sur la recherche de l'entreprise, se documenter sur le secteur, tout ce qui est interne à l'entreprise aussi. Et le dernier point, c'est le manque de préparation aux entretiens. Donc, ce qu'on peut retenir aussi, parce que je voulais aussi tourner cette question-là dans un autre sens, c'est qu'est-ce que les recruteurs apprécient avant tout? Donc, ça va reprendre la même chose, mais d'un côté plus positif. Donc, ils aiment bien l'originalité des candidatures qu'ils reçoivent. Ils souhaitent aussi avoir des expériences pertinentes et des résultats mesurables. C'est très important si vous avez ce type de data, de le fournir, que ce soit pour une candidature ou lors d'un entretien. Ça plaît toujours aux recruteurs parce que ça leur permet de se rendre compte de quoi vous êtes capable exactement, de ce que vous avez pu déjà fournir en termes de travail. Donc, et aussi des expériences pertinentes, du coup, qui peuvent correspondre au secteur. Donc, ça aussi, c'est très intéressant. Et il y a un autre élément qu'on oublie très souvent de développer, ce sont les soft skills. Merci, Ange. Arnaud?
Je vais être très redondant avec Ange, hein. La première des conditions, effectivement, c'est d'avoir une très bonne connexion à internet et de bien la tester avant, dans un endroit calme. Comme le dit Ange, faire attention à votre fond, c'est-à-dire que derrière vous, soit vous avez un mur blanc, soit vous êtes dans un environnement professionnel, mais évitez le linge qui pend, ou qui est en train de sécher sur un cintre, hein. Ça arrive régulièrement et c'est pas la fin du monde, mais ça montre, qu'on n'est pas super pro. Voilà. Ça dit rien sur votre niveau, ça dit rien sur votre connaissance, vos compétences, mais ça montre qu'il y a un petit truc qui manque professionnellement. 2, beh, je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, la et la dé Ange l'a dit aussi, hein, la tenue, vestimentaire. Moi, je me rappelle d'un étudiant qui me racontait que quand il passait des entretiens, il se mettait vraiment dans les mêmes conditions que si c'était un entretien en présentiel. Donc il se mettait même ses chaussures à lacets et il était en costume grade, vraiment comme s'il allait, su à un entretien en présentiel. Et puis, quand quand vous pose des questions, pas juste répondre par oui ou par non, argumenter, rebondir sur les questions, illustrer ce que vous dites par des exemples. C'est-à-dire que c'est pas il s'agit pas de dire: «Oui, oui, j'ai un profil, commercial». Il faut donner un exemple pourquoi dans votre vie, à un moment ou à un autre, vous avez pu faire, la démonstration d'une démarche commerciale. Donc ça, c'est, aussi important. Et puis, dernier point, et Ange l'a évoqué, bien avoir à l'esprit qui on a en face de soi. C'est-à-dire que si en face de vous, vous avez, des universitaires, des académiques, leur dites pas que ce qui vous intéresse dans le master, c'est que, les cours sont faits par des professionnels, hein, et que franchement les académiques, c'est pas possible parce qu'il faut vraiment des professionnels. Et à l'inverse, si vous avez des professionnels, si en face de vous, les personnes qui vous font, passer les entretiens travaillent en banque, leur dites pas nécessairement que ce que vous voulez faire, c'est absolument travailler dans un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Donc soyez un peu fin par rapport à la personne que vous avez en face de vous. On a toujours une grosse nuisance sonore, je ne sais pas d'où elle vient. Je ne sais pas si tout le monde l'entend ou pas. Oui, et c'est pas chez moi. J'arrive pas. Moi, il n'y a pas spécialement de bruit, mais Non, toi, tu t'entends pas, Florence, le bruit? bah, j'entends pas. Enfin, je veux Moi, dire. j'entends un bruit, hein. Moi, j'entends, oui, il y a comme un chien à des moments, il y a des coups de Ah, marteau, des choses comme ça. Je ne sais pas d'où ça vient, mais bon. Désolée pour cette nuisance. Voilà, si tout le monde peut bien vérifier d'avoir bien son micro éteint, ça serait super. Merci. Tu veux rajouter quelque chose là-dessus avant que moi je le fasse? oui. Alors, bon, moi, j'ai pas besoin de revenir sur tout ce qui est professionnel, parce que Arnaud et Ange ont été assez clairs sur ces aspects-là. Les petits éléments que je peux donner lors de vos entretiens en visio, qui sont très, très importants à ne pas négliger, ce sont les expressions du visage. Quel message vous allez transmettre, parce que les signaux non verbaux reflètent quand même beaucoup de choses et on va y être encore plus attentif en visio. Et en plus de ça, moi, je vous conseille aussi d'être très enthousiaste, hein, montrer votre motivation, même si vous êtes en visio. Et n'oubliez surtout pas de poser des questions qui vont être pertinentes pour l'entretien, ce qui va donner une certaine dynamique. Parce que souvent, le côté visio peut casser, parce qu'il n'y a pas ce côté humain où on rencontre réellement la personne en face. Donc, c'est important de dynamiser ces entretiens en visio. Et Cécile, petite information, j'ai une question sur le chat. Je ne sais pas si Oui, tu j'ai vu. souhaites conclure avant. Ben, je conclus et après je Ok, la pose. très bien. C'est ça. Ok. Moi, pour conclure, je rajouterai, j'insisterai sur un élément que vient d'aborder Florence, c'est que on peut se dire, ah super, un entretien visio, c'est plus cool, j'ai moins de stress. Alors oui, peut-être, mais en même temps, c'est pas toujours un cadeau. Pourquoi? Parce que quand vous allez physiquement quelque part, il se passe quelque chose, vous vous déplacez, vous allez rentrer dans un bâtiment, vous allez capter une ambiance, vous allez comprendre des choses, vous allez observer, tout ça, ça va vous mettre en condition. C'est comme un sportif qui aurait un échauffement. Or là, quand on est dans un entretien comme ça, en visio, on ne s'est pas échauffé. En fait, vous prenez le risque de ne pas vous échauffer. Donc moi, ma première remarque, ce serait de vous échauffer. C'est-à-dire, allumez une caméra avant ou faites une mini-visio avec quelqu'un de votre entourage
et demandez-lui ce qui ressort. Est-ce que ma lumière est bonne? La lumière, c'est très important. Moi, ça m'arrive plein de fois d'avoir des gens dans l'ombre. Alors, comme le disait Ange, ou trop bas ou trop haut, et ça perturbe un peu l'échange. Mais la lumière aussi, c'est quelque chose qui est souvent négligé, et c'est vrai que c'est une catastrophe quand on voit quelqu'un dans la pénombre. Ça aide pas en fait à capter l'énergie, à créer une connexion. Donc ça, c'est un point important de se dire, de se mettre en condition avant, donc en effet de bien s'habiller, de se faire ses lacets et faire comme si on y allait, peut-être de bouger de place, de se mettre à un endroit, peut-être de se mettre debout aussi. Parce que c'est vrai que quand on est debout, si vous mettez votre ordinateur sur quelque chose de plus élevé, quand on est debout, on est en action, on est dynamique, et ça peut peut-être aider à casser un peu ce côté trop figé où on peut avoir l'air d'un peu un peu avachi dans son fauteuil. Il faut voir qu'on a souvent moins de temps parce que les entretiens en ligne, on peut plus les enchaîner, on les coupe, donc il faut être plus convaincant, il faut être dans le match tout de suite. Et donc cette idée de préparation, un peu même physique, je pense qu'il faut arriver à l'intégrer. Et l'alerte, être encore plus en alerte, parce que comme on est dans son environnement personnel, un environnement familier, on est moins sur ses gardes. Quand on est, voilà, c'est un peu animal, hein, quand on est dans un territoire inconnu, on va faire attention, on va observer, on va être un peu en tension positive, hein, je veux dire. Mais si on est dans son environnement, dans sa chambre, on est cool, ouais, mais du coup, notre cerveau, il est peut-être un peu moins vif. Donc, peut-être mettez-vous aussi volontairement dans une situation un peu inhabituelle pour provoquer, pour vous aider à être vous-même un peu plus meilleur, un peu plus combatif sur cette séquence. Bon, voilà ce que je voulais ajouter. Alors, on a une question de May Nguyen qui nous demande « Bonjour, j'aimerais savoir comment les écoles telles que Neoma ou l'université comme Paris-Est préparent ou accompagnent les étudiants lors de la sortie du programme de formation. » Alors, est-ce que Arnaud et Ange, vous pouvez nous apporter, donc l'un après l'autre, quelques éléments sur la manière dont vous accompagnez les étudiants vers une sortie réussie? Je peux commencer? Oui. Tu veux commencer, Ange? Dans le cas du master gestion patrimoine de l'IE Paris-Est, c'est assez simple. C'est-à-dire que toutes les entreprises qui prennent nos apprentis, elles le font dans une logique de pré-embauche. Donc, à partir du moment où vous avez fait une alternance réussie, la préparation à la sortie est très simple. C'est-à-dire que, a priori, votre employeur a envie, enfin, voudra vous conserver. Donc, dans le cas du master de gestion de patrimoine, 80% des apprentis ont une proposition d'embauche avant même d'être diplômés par l'entreprise qui les accueille en apprentissage. Et l'avantage, et ce qui est bien, c'est que l'entreprise, elle a pu tester pendant 1 ou 2 ans l'étudiant, mais l'étudiant a aussi pu tester pendant 1 ou 2 ans l'entreprise. Et donc, dans certains cas, il peut arriver que l'étudiant, l'apprenti, il a cette proposition d'embauche. Il est content, a priori, quand même, de l'entreprise où il a fait son alternance, mais il a envie de voir ailleurs et il peut aller voir ailleurs, mais il est déjà bien armé. Et donc, finalement, il n'y a aucune difficulté à trouver un emploi. Je vous dis, 80% ont une proposition d'embauche avant d'être diplômés. Et je me demandais, sur une promo, en fait, comment se passe la recherche d'alternance? Est-ce que tu pourrais nous partager? C'est une question que tu vas nous poser un peu plus tard. Ah, bon, alors on reviendra après. Et je voulais quelques statistiques là-dessus pour rebondir sur celles que tu donnais. Ça me faisait penser à ça. Mais on en parle après, Ok. Et chez nous, à Neoma Business School, nos étudiants, comme l'a dit Arnaud, pour ceux qui sont en alternance, sachez que nous avons 2 filières en finance en alternance, Finance and Big Data, et aussi le MSc Analyse financière en alternance, où on va dire 95% de nos étudiants, pour la plupart, on trouve un boulot aussitôt. Et pour la plupart aussi, sont déjà pré-embauchés par l'entreprise qui les accueille en alternance. Et nous avons également une filière en International Finance qui a 3 tracts, Corporate Finance and Investment Banking. Nous avons aussi une filière en gestion du patrimoine et en finance de marché. Donc, pour ces 3 tracts qui sont en formation initiale, 90% de nos étudiants trouvent un boulot à 1 mois au sorti
leur formation parce que Neoma, vu qu'à Neoma, la stratégie de Neoma, c'est student-centric, tout orienté autour de l'étudiant pour son accompagnement, son suivi et même son accompagnement, comme je l'ai dit, à travers notre département Talent and Carrière qui les accompagne dès le début de l'année parce qu'il y a plusieurs événements qui sont organisés en faisant venir tous les alumni qui travaillent dans de belles boîtes dans la finance à travers une conférence, à travers un événement de meeting, de matching. Et ces entreprises-là viennent aussi avec leur département de recrutement pour recruter directement nos étudiants sur place. Et ça, j'ai envie de dire que ça se fait automatiquement, puisque même pour notre programme Grande École, nous sommes bien reconnus et la plupart de nos étudiants ont trouvé immédiatement un boulot à la sortie de leur MSI. Et ce qu'on dit aux étudiants, c'est de ne pas attendre la fin, pour ceux qui sont en formation initiale, je précise, pour ceux qui sont en formation initiale, de ne pas attendre la fin de leur stage pour commencer à chercher du travail. Ça, c'est une erreur. Comme j'ai l'habitude de dire à nos étudiants, chercher du travail en lui-même est un travail. Donc, il faut prendre le temps de faire des recherches, les lettres de motivation, les CV. Donc, pour cela, il faut s'y prendre très tôt. On va dire, lorsqu'on commence sa formation, on commence tout de suite à cibler les entreprises dans lesquelles on souhaite y aller. Et comme je l'ai dit, Neoma vous accompagne à travers son service Talent et Carrière pour vous coacher par rapport à votre CV, votre lettre de motivation, des simulations d'entretien qui vous permettent de pouvoir bien vous mettre à l'aise durant toute l'année afin de trouver on va dire, des entreprises et mieux préparer vos entretiens afin de trouver ces emplois-là. Merci. Parfait, merci. Florence, tu avais quelque chose à ajouter? Oui. Moi, sur cet aspect-là, moi, j'ai surtout... moi, c'était plutôt d'une manière négative. Hein. Du coup, je suis tombée nez à nez avec une personne qui était très molle, qui posait aucune question. Et quand je lui demandais est-ce que ça va, vous avez des questions ou autre, elle disait toujours non, non, tout est bon, tout est bon. Ça, personnellement, ça donne pas très envie de continuer, en tout cas. Donc, voilà, c'est une des expériences négatives que j'ai eues. Après, j'ai jamais été spécialement impressionnée par un candidat, mais j'espère que ça m'arrivera un jour. Alors voilà, donc on passe, Florence a introduit la question suivante. On va demander à nos invités de nous parler d'expériences, de nous raconter un peu des anecdotes, des moments marquants pour illustrer comment on peut impressionner ou dans un sens positif ou négatif un jury. Est-ce que Ange, il est possible que tu nous partages quelques exemples de moments de vécu où tu as pu être impressionné positivement ou négativement par des candidats? Oui, très bien. Je pense que c'est mon quotidien de rencontrer des étudiants, d'échanger avec eux et de pouvoir aussi faire l'entretien pour nos différents programmes afin qu'ils passent voir les directeurs de programme. Donc, voilà, dans l'anecdote, j'ai trouvé un candidat particulièrement pour une formation en finance, en corporate finance, qui était très, très, très bien dans son approche. On sentait le sérieux et comme on l'a dit, même candidaté pour une école, il était très bien habillé, en costume et tout. Il paraissait très sérieux, très sûr de lui. On voyait bien qu'il avait bien préparé son entretien, comme on l'a dit auparavant, c'est-à-dire son projet professionnel était bien clair, bien défini. Il y avait une véritable cohérence avec ce qu'il souhaitait faire par rapport à la formation qu'il choisit aujourd'hui. Donc, il donnait des arguments qui étaient très clairs. Et en entretien, il a eu 18, alors que le directeur de programme en question, qui est très sévère, la meilleure note avant cet étudiant-là,
c'était 13 ou 14 au plus. Et cet étudiant, il est 18. Moi, j'étais impressionné. J'en ai même parlé à mes collègues. J'ai dit, mais ce jeune homme, il va aller loin. Comment il est posé, il est sûr de lui. Et il a bien travaillé son sujet. Il maîtrise tout ce qu'il a à dire. Il maîtrise, j'ai envie de dire, le secteur d'activité dans lequel il souhaitait aller. Et il avait toutes ces informations. Donc, c'était fluide en entretien. Il a su poser des questions pertinentes par rapport au fonctionnement de l'école, par rapport à certains cours. Voilà, donc j'ai trouvé ce profil-là très, très, très intéressant. Et après, quand j'ai vu la note de son entretien avec le directeur de programme 18, je dis, bah, je ne suis pas étonné parce qu'il m'a moins épaté. Donc, c'est sûr que on était étonné déjà de la réaction parce qu'on se disait, on attend de voir la note qu'il va lui donner, étant très sévère en note, très cadré. Lui aussi, il a été épaté. Et à l'inverse de cela, pour un candidat qui n'a pas donné bonne impression, on a eu une mauvaise expérience vis-à-vis de lui, c'était pas dans la finance. Pas pour dire que tous les candidats en finance sont de très, très bons candidats, mais j'avoue qu'on a quand même des profils plutôt sûrs, sérieux en finance, mais c'était pour une autre formation et ce candidat-là, il est arrivé comme si c'est nous qui devons lui dire ce qu'il devait faire, ce qu'il devait savoir comme formation. Il ne savait pas la formation pour laquelle il avait choisi, le cursus, les cours. Il n'avait aucune information là-dessus. Et limite, j'ai passé tout l'entretien à lui poser des questions. Mais lui, qu'est-ce qu'il veut faire plus tard pour son projet professionnel? Est-ce qu'il sait pourquoi il veut faire? Et quand on voit son parcours, c'était très atypique. Il est passé d'un parcours, si je me rappelle, d'une formation en luxe et il est passé en bachelor d'économie et là, il voulait faire un master dans tout ce qui est en lien avec la supply chain. Donc, c'était très atypique, mais il ne connaissait pas le secteur et difficile, voilà, avec ce candidat qui n'avait pas, avec son look aussi, avec juste un t-shirt. On avait l'impression qu'il n'était pas sérieux. Il était là pour juste savoir ce qu'on allait lui dire. Et malheureusement, lui n'a pas été retenu parce qu'il n'est même pas passé à l'entretien suivant. Voilà, on a dû le recaler tout de suite parce qu'il n'avait pas de projet clair, pas de projet professionnel bien défini. Oui, donc en somme, pardon. Vas-y. Pardon, je t'ai coupé, je pensais que tu avais fini. Excuse-moi. Non, j'en ai fini là. Non, je disais, voilà, en somme, on revient toujours à l'importance de la préparation et de la cohérence. Et forcément, si on donne l'impression d'arriver là en dilettante, quand on est dans un entretien, on est dans une étape de sélection où certes, il y a un échange, mais on doit savoir pourquoi en effet, on est là. Et ce n'est pas un problème, je ne veux pas que les étudiants comprennent, ce n'est pas un problème d'avoir un parcours atypique, attention, hein, ce n'est pas ce qu'Ange a voulu dire, mais c'est qu'il faut l'expliquer. Hein, c'est ce qu'on disait, c'est que si on arrive si on a un parcours qui part dans tous les sens, pourquoi pas, ça peut être une richesse, mais alors à ce moment-là, il faut expliquer ces étapes, quel choix on a fait, qu'est-ce qu'on a priorisé à tel moment, et donc pourquoi cela nous amène à être là aujourd'hui. Hein, c'est ça le problème. Hein, c'est pas le problème. Le problème, il ne faut pas avoir un parcours déjà tracé depuis la naissance. C'est normal de pas avoir su à 5 ans qu'on rêverait un jour de faire de la gestion de patrimoine. Ce serait même un peu inquiétant. Mais par contre, de savoir expliquer ce qui vous a amené à être intéressé plutôt par ça et à écarter telle chose, c'est ça qui est fort et en même temps qui va pouvoir. Donc après, dans ces deux candidats qui sont un peu extrêmes, hein, un qui a le profil parfait, voilà, eh bien les deux peuvent gagner, hein, mais les deux, le premier aurait pu pécher par trop d'orgueil, aurait pu aussi, ça m'est arrivé moi, d'avoir des candidats qui sont rejetés parce qu'on se dit qu'ils sont dans une attitude, dans une posture qui ne va pas être la bonne, qui va être compliquée à gérer, il va être en décalage et ça peut être aussi un souci. Donc, il ne faut pas être lisse et parfait pour convaincre, hein, attention, mais il faut savoir défendre son parcours. Hein, voilà, et expliquer ce qu'on fait là. C'est surtout ça. Arnaud, sur ces sujets? Oui,
un exemple marquant l'année dernière, alors en principe, ils sont, enfin, quand ils passent l'entretien, c'est qu'ils ont déjà été pas mal filtrés. C'est un candidat qui, dans la même journée, devait passer un entretien toujours pour la gestion de patrimoine, à Montpellier et à Clermont-Ferrand. Et donc, il sortait de son entretien à Montpellier. Il n'avait pas trouvé de salle pour passer son entretien en visio avec nous. Donc, il était dans sa voiture. Il faisait 35 degrés. Il était en costume, cravate. Il transpirait de partout. Enfin, c'était les pires conditions. Et en même temps, il était souriant, sympathique, dynamique. Il était hyper enthousiaste quand il nous parlait de ses expériences de stage et tout ça. Et donc, c'est ça aussi. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est aussi donner envie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être terne quand on passe l'entretien. Et que ce soit pour parler d'un sujet qui est en lien avec le master que vous visez ou autre chose, quand vous pouvez en parler avec passion, ça change énormément de choses. Donc ça, c'est un très bon souvenir d'ailleurs qui nous a vraiment, qui m'a vraiment marqué parce qu'il passait quand même l'entretien dans les pires conditions possibles. Et on a tout de suite voulu le recruter. Et puis les pires, c'est les étudiants. Alors c'est maintenant le cas avec mon master, hein, c'est-à-dire qu'ils ont cliqué, donc ils ont postulé d'un clic dans une formation. Et puis comme ils ont un dossier académique qui est plutôt bon, ils passent l'entretien et ils connaissent rien. Ils ont aucune idée des métiers réellement visés, ils ont aucune idée des compétences qui sont attendues, ils ont aucune idée dans quoi consiste le métier pour lequel ils postulent. Et c'est catastrophique. Oui, c'est rédhibitoire. Plus vous êtes sur des programmes pointus, sur des métiers particuliers, plus le fait que vous soyez en connexion avec ces métiers-là, ça ne veut pas dire que vous les maîtrisiez, mais plus vous soyez en connexion avec ce métier, va être un élément qui va jouer. Alors, nous avons 2 questions dans le chat. Donc, la première, c'est le choix d'une école ou université a-t-il un impact sur le recrutement par les entreprises? Et juste après, on répondra à votre question, Franck. Je peux répondre évidemment, hein, la notoriété de la formation, les liens qu'a la formation avec les entreprises, ça joue énormément dans l'insertion professionnelle. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Arnaud. Forcément, la notoriété de l'école, de la formation en elle-même, de ses liens avec les entreprises, les alumni qui ont déjà fait cette formation-là, donc ils sont plus preneurs de ce type de profil-là. Donc oui, ça a un réel impact sur le marché de l'emploi par rapport au recrutement issu de ce type de formation. Et je dirais pour compléter que plus on est sur un projet professionnel précis, plus vous avez aussi des attentes et plus on est sur un marché aussi où il y a des attentes de compétences bien particulières, plus ça joue. Dans le sens où, dans la question, on dit le choix d'une école ou d'une université a-t-il un impact sur le recrutement par l'entreprise? Alors, est-ce que la question c'était est-ce qu'on a plus de chances en école ou en université? Je ne sais pas, on peut l'interpréter comme ça aussi. Là, ça n'a rien à voir. Nous, Eduniversal, on classe des programmes par spécialité. On compare des programmes d'école, d'université sur les mêmes critères. Et on peut voir que vous pouvez avoir des résultats tout à fait similaires qu'il s'agisse d'une école ou d'une université. Donc ça, c'était au cas où la question soit posée dans ce sens-là. Donc, ce n'est pas un critère fondamental, école ou université. Ça n'a pas de sens. Il faut regarder programme par programme. C'est la vocation du travail que l'on fait à travers nos classements. C'est de vous éclairer avec ces éléments-là. Ensuite, qu'est-ce qui va faire qu'un programme va être efficace dans sa capacité à vous mener vers l'emploi? Eh bien, déjà, dans le choix qui doit être le vôtre, c'est l'adéquation entre le choix du programme et le type d'emploi vers lequel vous voulez aller. Parce que il y a aussi, pour arriver à atteindre la cible, il faut qu'au départ, vous ayez choisi la bonne arme. Donc, si vous voulez atteindre des fonctions en gestion de patrimoine, mais que vous partez vers un master en finance beaucoup plus large, je suis désolée, mais si vous faites un master très large en finance, vous allez avoir moins de chances d'atteindre des postes précis en gestion de patrimoine que si vous faites le master que dirige Arnaud. C'est évident.
parce que Arnaud, il va vous préparer à une discipline bien particulière et il va affûter cette arme pour qu'elle vise bien pile au milieu sur ces fonctions-là. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, parce qu'en finance, on a toujours souvent ça, « Oh, je ne sais pas trop ce que je veux faire, j'ai mon patrimoine, mais peut-être pas, du coup, je vais tenter des masters généraux. » C'est pas un bon calcul du tout. Sauf si c'est une première étape, enfin ça c'est mon avis, sauf si c'est une première étape et que vous dites je ferai un autre master après plus pointu et ce premier master-là, cette première année, c'est une année de base en finance parce que j'en ai pas fait avant ou pas assez pour mieux préciser mon projet, pour après peut-être aller plus loin sur une compétence vraiment pointue. Si on est dans ce cheminement-là, oui, mais le calcul qui consiste à dire je me forme de manière générale comme ça, après je pourrai tout viser comme métier, je pense que ce n'est pas un bon calcul. En tout cas, c'est une vraie réflexion à avoir par rapport au parcours et aux priorités de chacun. C'est aussi là-dessus, on a même des ateliers sur ce sujet-là samedi sur le salon, parce qu'en finance, je dirais que c'est l'un des domaines dans lequel le thème se pose le plus. On a tellement d'étudiants, quand on leur dit « Ah, mais qu'est-ce que vous avez en tête? Finance ?» Ah, mais finance, ça ne veut rien dire en fait. Finance quoi, comment? Nous, on a 12 spécialités en finance. C'est aussi pour éduquer les étudiants, à les obliger à réfléchir, à pousser plus loin, à comprendre, à tout un travail de succès vers l'emploi, et c'est vraiment pour répondre à cette question que je vous dis ça, ce qui va faire qu'un an, 12 ans après, vous allez trouver l'emploi que vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, vous allez réfléchir à votre projet et à vos priorités, vous allez faire l'effort de comprendre les différents métiers de la finance et donc de viser les masters qui cadrent avec ça et donc du coup de vous retrouver coaché par les coachs qui vous coachent à la bonne discipline. Vous n'allez pas, si vous voulez, aux Jeux olympiques gagner aux 100 mètres et vous n'allez pas vous faire coacher par un entraîneur en javelot. Hein, voilà, bon, ça paraît évident, mais là, c'est pareil. Ça fonctionne comme ça. Donc, pensez à ça parce que souvent, vous ne mesurez pas à quel point on est en train effectivement de parler de choses qui n'ont rien à voir. Voilà, moi, ce que j'avais sur ce sujet. Oui, si tu permets, Cécile, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à tout ce que tu viens de dire. C'est ce qu'on a l'habitude de leur dire aux étudiants, c'est déjà d'affiner ce qu'ils souhaitent faire et en fonction de ça, tout à fait, trouver la formation, qu'elle soit dans une université ou une école de commerce, au moins elle correspondra à leur projet professionnel. Donc, c'est déjà de savoir dans quel secteur et quel emploi on souhaite faire. Et en fonction de cela, on commence à se renseigner sur toutes les formations précises qui peuvent nous mener, bien évidemment, comme tu l'as dit, à la formation pour nous conduire à l'emploi désiré. On avait une question de Franck qui demandait, donc bien le bonsoir, ma question est de savoir, est-ce qu'on peut sortir d'un master et créer son propre cabinet de gestion de patrimoine? Alors, je peux répondre. Oui et non, c'est-à-dire que oui, rien vous interdit de le faire, sauf qu'il faut avoir quand même une certaine... Il faut avoir un peu quand même de bouteille pour créer sa propre société, surtout sur un métier comme ça qui concerne l'argent. Il faut être crédible aussi vis-à-vis de ses clients quand on veut gérer leur patrimoine. Donc oui, c'est possible. Moi, j'ai des étudiants qui le font rarement tout de suite, mais au bout de 2-3 ans, qui lancent leur cabinet, mais ça reste quand même tôt. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir de la bouteille, il faut avoir de la crédibilité, il faut avoir du réseau aussi, parce que c'est pas en prenant l'annuaire qu'on va trouver des clients qui vont tomber du ciel comme ça. Donc c'est extrêmement dur de créer son cabinet. Donc il faut déjà avoir créé du réseau avant. Donc oui, c'est possible sur le papier. Dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué. Ok. Oui, je suis d'avis avec Arnaud, c'est ce que j'allais dire, surtout le réseau, et le réseau ne se fait que en ayant acquis de l'expérience dans un cabinet de façon pratique pour qu'on ait des personnes qui puissent nous faire confiance pour gérer ses finances. Parce que là, on parle d'argent ou de biens, c'est très important de pouvoir faire confiance à une personne avant de lui confier son patrimoine. Ok, très bien. Alors, on va passer à la question suivante. On va revenir justement à ce que vous faites dans vos écoles et universités pour accompagner les étudiants à trouver leur stage ou leur premier emploi. Est-ce que vous pouvez illustrer par des exemples un peu des dispositifs ou le cheminement un peu classique que parcourent vos étudiants? Oui, je peux commencer. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'une des réponses que je donnais, à Neoma Business School,
on accompagne tous nos étudiants à travers notre département Talent et Carrière pour leur permettre de trouver des stages et un premier emploi ou même de l'alternance. Et on leur dit que toutes ces mesures, tous ces dispositifs sont mis en place, mais c'est à eux de faire la démarche d'aller vers nos conseillers carrière afin de pouvoir les accompagner au mieux. Si un étudiant qui reçoit les mails, des relances, l'inviter à participer à des événements de coaching, à des événements où les talents et carrières invitent des entreprises, des alumni pour pouvoir échanger avec les étudiants et que l'étudiant ne fait pas la démarche de pouvoir rencontrer ces participants-là. On va dire la faute lui reviendrait alors que tout est mis en place pour l'accompagner au mieux. Donc à Neoma, on a un service dédié pour accompagner tous nos étudiants à travers tous les programmes afin qu'ils puissent trouver efficacement un stage et les mettre en relation aussi avec des entreprises partenaires et bien évidemment avec aussi des alumni qui sont, que ce soit en France ou à l'international, selon le besoin de l'étudiant et selon son projet professionnel, s'il souhaite faire son stage à l'international. Tout est mis en œuvre pour les accompagner, pour leur dire dans tel pays, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant, qu'est-ce qu'il faut privilégier. Voilà, donc un accompagnement vraiment intensif pour permettre à nos étudiants de pouvoir, au bout, trouver un stage ou même trouver le premier emploi. Ok. Alors, dans le cadre du Master Gestion Patrimoine de l'IE Paris-Est, c'est assez simple. On a des partenariats extrêmement forts avec les grands acteurs de la banque privée. Donc, dès que vous êtes recruté, dans les 10 jours qui suivent, il y a déjà des premiers événements qui sont organisés par nos partenaires, qui ont déjà bloqué des créneaux pour faire passer des entretiens. Et donc, finalement, vous avez, en tout cas, sur ce Master Gestion Patrimoine, pas grand-chose à faire. C'est-à-dire que c'est nous qui vous mettons en relation avec les gros partenaires privilégiés, par exemple BNP Paribas, banque privée ou la Société Générale ou d'autres banques privées. Donc, on vous demande est-ce que vous êtes intéressé par telle et telle banque. Si vous dites oui, paf, on envoie votre CV. Automatiquement, vous êtes convoqué à un entretien d'office. Vous passez les tests et grosso modo, dans le mois et demi qui suit votre admission, l'affaire elle est pliée. Vous avez un contrat. Et pour les structures avec lesquelles on travaille, mais qui sont plus petites en termes de process, on vous envoie dès le recrutement toutes les profils de poste sur lesquels vous pouvez postuler. Mais de façon très très précise, c'est-à-dire qu'on ne vous dit pas aller sur Job Teaser pour regarder les offres qui sont disponibles. On dit bah voilà, ça c'est une offre qui nous a été envoyée par tel cabinet ou tel établissement financier qui veut un étudiant, un apprenti du Master Gestion Patrimoine de l'IE Paris-Est. Et voilà, et donc vous arrivez déjà en terrain conquis. Puis dans certains cas, parce qu'on a aussi un autre master à l'IE qui s'appelle conseiller bancaire spécialisé, c'est un master qui est 100% BNP Paribas. Donc là, l'affaire, elle est très simple. C'est-à-dire que si vous êtes pris dans ce master, nécessairement, votre CV est envoyé à BNP Paribas qui lui aussi fait sa sélection. Très bien. Sur ce point, d'autres éléments? Du côté des étudiants, est-ce que vous avez des questions sur ce sujet-là? On va finir sur... Je vous écoute. En fait, ma question que j'avais, elle est de savoir, oui, la question est de savoir seulement, est-ce qu'on peut faire la gestion du patrimoine, par exemple, des biens privés d'une église, par exemple? Non, alors pas du tout. Enfin, la gestion de patrimoine, il s'agit de gérer le patrimoine de personnes privées, pas du tout d'une institution ou d'une entreprise. Donc c'est pas le bon métier c'est pas la bonne formation que vous visez, en tout cas. Ah ok, merci. Ouais.
Merci. Alors, on va passer à la dernière question qui porte sur l'alternance. Donc, c'est une voie privilégiée pour l'insertion professionnelle, vous l'avez tous constaté, et un format d'études ou de finalisation d'études, ou une sorte de SAS entre une phase d'études pure et puis une phase professionnelle pure. Est-ce que vous pouvez nous partager, Ange et Arnaud, vos retours d'expérience sur les raisons qui peuvent mener à une difficulté, ou qui peuvent au contraire permettre de construire une expérience d'alternance enrichissante? Arnaud, peut-être? Oui, enfin, si vous êtes bien accompagné par votre école, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et donc, ce qui permet de réduire les risques. Ce qui est vraiment important quand vous faites une alternance, c'est les 15 premiers jours. C'est-à-dire qu'il faut être très, très attentif à votre intégration dans l'équipe. C'est vraiment fondamental. Il faut vraiment être proactif pour aller vers les gens, enfin, faire du lien et tout ça. Faut surtout pas, s'il y a d'autres apprentis, s'il y a d'autres stagiaires, s'il y a des stagiaires, faut surtout pas rester avec eux, le midi déjeuner avec eux. Il faut vraiment faire du lien avec les équipes. Et puis, si à un moment vous sentez au début, enfin, si à un moment ça se passe pas super bien, faut tout de suite le signaler. C'est-à-dire qu'il faut pas s'enfermer dans une situation qui peut poser problème. Il faut demander conseil. Et l'intégration au tout début, elle est vraiment importante. Moi, je pourrais dire que l'une des conséquences à cela, c'est le fait que la mission soit mal définie entre l'entreprise, l'alternant et l'école. Pour cela, il faut anticiper, il faut travailler au mieux sur le projet professionnel. Les missions doivent être vraiment en adéquation avec la formation suivie par l'étudiant. Et l'un des points forts de Neoma dans ce sens, c'est que nous avons un logiciel où les missions sont déjà proposées à l'étudiant qui joue là-dessus et est validé par le responsable académique. Et ensuite, cela évite les déceptions, la mésentente entre les missions qui sont définies. Et une autre raison, c'est aussi la modalité du contrat, donc le type de contrat, le coût de la formation, le rythme d'alternance qui est mal compris par l'entreprise et l'alternant, parce que souvent l'entreprise a besoin d'avoir l'alternant dans un rythme de 3 semaines en entreprise, alors que l'école avait proposé 2 semaines en entreprise. Donc ça peut être une raison d'un échec dans ce sens-là. Et je pense que pour réussir au mieux son expérience en entreprise, lorsqu'on est alternant, comme je viens de le dire, Arnaud, il est très important de faire attention à tout ce qui autour de l'entreprise, donc bien développer ses hard skills et ses soft skills également. Et comme on a l'habitude de dire, un contrat d'alternance nécessite d'être autant un bon étudiant qu'un bon professionnel. C'est vrai que, comme le disait Arnaud, souvent les étudiants se mettent en posture, des fois un peu trop étudiante au début, ont du mal à rentrer dans la dynamique. Et c'est vrai que cette proactivité-là, ils estiment que tout vient de l'entreprise. Mais non, c'est une rencontre, c'est une connexion à créer, et elle doit être, on va dire, activée des deux côtés. Donc, si vous sentez en effet mal à l'aise, il faut arriver un peu à poser les choses. Il ne faut pas hésiter à en parler aussi à sa formation, et à être guidé pour savoir comment, s'il y a des blocages, ou si vous avez du mal à prendre vos repères, à vous initier. Lors de l'atelier qu'on a fait le mois dernier avec Dauphinance sur ce sujet, on avait justement invité une étudiante qui était en alternance dans un master de Dauphine, et elle a parlé de ce sujet, et elle a expliqué en effet que la clé, c'est de vraiment parler aux gens, échanger, se montrer curieux, et puis activer soi-même cela. Donc on ne peut pas reprocher aux gens qui sont dans leur rythme de travail habituel de ne pas tout arrêter pour vous. C'est aussi chacun de faire un effort,
Et souvent, quand vous l'avez compris en tant que nouvel alternant, il y a plein de portes qui s'ouvrent et ça se passe tout de suite beaucoup mieux. Donc, il ne faut pas se braquer aussi trop tôt et faut donner un peu du temps au temps, mais se donner un rôle dans tout ça. C'est la clé du succès. Et puis, c'est aussi une excellente préparation pour la suite. C'est un exercice en situation réelle, mais qui est aussi un bon révélateur de problématiques que l'on rencontre, que vous rencontrerez plus tard en prenant de nouveaux postes ou en évoluant dans des environnements qui changent. Donc, à ce titre-là, l'alternance est aussi très, très formatrice. Florence, peut-être d'autres choses à rajouter sur ce point? Oui, bien sûr. Vous m'entendez bien? C'est bon. Oui, on entend. Alors moi, du coup, les raisons qui peuvent mener à l'échec d'un contrat d'alternance, il y en a plusieurs. Déjà, il y a le manque de communication et d'attente claire. Donc, c'est très important de clarifier les choses dès le départ. Ensuite, il y a le désalignement des objectifs professionnels. Donc, beaucoup discuter sur ces points-là pour être sûr et vérifier que le programme est en adéquation avec votre développement. C'est très important. Ensuite, il peut y avoir un manque de soutien et d'encadrement. Donc, dès le départ, il faut du coup voir avec la personne qui sera responsable de vous, avoir une communication régulière avec elle, discuter des progrès comme des éventuelles difficultés ou pourquoi pas des opportunités à venir. Donc, ça, c'est aussi un élément très important. Il y a un autre point aussi qui peut l'être, c'est la difficulté à jongler entre le travail et les études. C'est vrai que le travail en alternance nous prend beaucoup de temps, mais aussi le travail pendant les cours, les choses qu'on a à rendre à côté, ça prend aussi du temps personnel qu'on n'a pas forcément le temps vu qu'on a potentiellement beaucoup de travail en alternance. Donc ça, c'est deux aspects très importants. Donc, être assez transparent sur la charge de travail que vous avez globalement. Oui, j'ai plusieurs points. Il y a aussi, je trouve, le manque d'implication ou de motivation. Donc, n'hésitez surtout pas à montrer votre intérêt et votre motivation. Donc, ce qui est très important, ce que vous pouvez mettre en place, c'est par exemple définir des objectifs personnels, ce qui vous permettra de rester motivé tout au long du contrat, mais aussi en parler avec votre responsable qui, lui, pourra adapter cette facette-là sur votre poste. Comme Arnaud en parlait tout à l'heure, les relations interpersonnelles. Donc voilà, ça c'est important de valoriser des relations professionnelles solides, donc d'être ouvert, communiquer le plus possible avec les personnes qui sont en poste, parce qu'effectivement rester avec uniquement les stagiaires et les alternants, c'est pas ça qui vous feront évoluer au sein de l'entreprise. Et il y a aussi la gestion du stress qui est très importante à prendre en compte, qui peut jouer aussi sur votre travail. Pardon. Donc voilà, on sait tous que l'alternance, c'est un moment de stress parce qu'on sait qu'on attend quelque chose de nous de beaucoup plus, comment dire, pas plus évolué, mais de beaucoup plus important qu'un stagiaire, parce que du coup, vous êtes en fin d'études, vous êtes en entreprise quotidiennement, donc voilà, sur des sujets importants. Donc voilà, il y a le stress qui peut jouer, donc n'hésitez pas aussi à en parler à votre manager. Et voilà, et ce qu'il faut aussi, c'est être adaptable au changement. Donc n'hésitez pas à être flexible, adaptable pour apprendre de nouvelles choses. Et encore une fois, pour moi, la clé d'une bonne intégration et d'une bonne alternance, c'est avant tout la communication. Voilà pour moi les aspects. Oui, mais merci Florence. C'est vrai que ces points de communication, quand on est jeune, junior dans un environnement aussi, on ne sait pas forcément
ou est-ce qu'on peut se permettre de faire ou pas. Donc, en effet, voilà, quelles questions on peut poser, qu'est-ce qu'on peut proposer. Moi, j'aurais tendance à mettre l'accent voilà, sur cette nécessité de communication par des petites pratiques. Par exemple, faire un petit point hebdomadaire à votre manager sur votre semaine. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, voilà les difficultés rencontrées, voilà comment j'ai essayé de les dépasser, voilà ce que j'ai cherché à comprendre, voilà un peu mes priorités pour la semaine prochaine. Ça, c'est quelque chose qui, quand vous le faites, vous permet aussi de faire un point, de faire un petit bilan, donc prendre un petit moment pour faire un bilan et le communiquer. C'est quelque chose qui est aussi très rassurant pour un manager et très intéressant parce qu'il peut mesurer des choses que vous pensez, vous, évidentes, ou vous pensez lui avoir fait passer comme message et lui, il n'a pas perçu ça comme ça. Donc, une petite communication simple écrite, la préparer, c'est l'opportunité, vous, de faire un point et l'envoyer. Ça crée une connexion, un pont qui peut aider à mieux aborder la semaine suivante et les prochains challenges. Un autre aspect, c'est que quand une entreprise, voilà, elle accueille quelqu'un, elle a des besoins, donc elle a imaginé quelqu'un pour aider à faire face à ses besoins, à ses enjeux. Maintenant, chacun a ses qualités, bon, ses défauts, bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez vous-même finalement vous retrouver à pouvoir faire des choses, à pouvoir proposer des choses qui ne sont pas forcément dans votre mission initiale, parce qu'une alternance, voilà, c'est long, donc la société, elle vit, vous aussi, vous évoluez, et peut-être que cette mission que vous faites, elle peut évoluer, pas uniquement parce que on vous demande d'attendre et de voir si on vous propose cette évolution, mais elle peut évoluer aussi parce que vous-même, vous allez activer cette évolution. Et donc, moi, je dis souvent aux personnes qui arrivent chez nous que s'il y a des choses qu'ils ont sur des projets sur lesquels ils ont envie d'intervenir, des thématiques sur lesquelles ils se sentent l'envie, la motivation de travailler, eh bien il faut qu'ils le disent. Si c'est pas possible, on dira non, c'est pas possible, mais on notera quand même que vous avez eu la démarche de dire tiens, moi j'aimerais participer à ce projet ou j'aimerais proposer ça, ou est-ce qu'il y a moyen que je suive ça ou que je m'informe un peu mieux là-dessus. Bon, si une société vous met le haut là systématiquement quand vous êtes dans cette démarche, c'est qu'il y a peut-être un problème aussi de son côté, parce que moi j'estime que quand quelqu'un de jeune en plus est dans cette attitude, il faut écouter et il faut voir comment en construire, comment en tirer quelque chose de positif pour lui et pour la structure. Sur nos différents stands lors du salon et d'Universal. Donc, l'une des choses que je pourrais dire pour conclure, c'est avant toute chose, préparer votre entretien, c'est très important. Il faut bien préparer son entretien, il faut bien préparer aussi son projet professionnel et bien évidemment trouver une formation qui soit en adéquation avec le secteur dans lequel on souhaite qu'on soit intégré. Voilà, donc tout en vous remerciant et surtout te remercier aussi Cécile pour ce live et aussi cet échange. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci pour ta disponibilité, Ange. Compris. Arnaud? Non, merci aussi pour ce webinaire, et puis j'espère qu'on pourra se voir samedi sur le salon. Une dernière petite chose quand même sur l'apprentissage. Vous précipitez pas pour signer un contrat, c'est-à-dire assurez-vous bien qu'il est vraiment en adéquation à la fois avec ce que vous voulez faire et avec à quoi vous allez être formé dans le cadre du master. C'est vraiment important que tout ça matche bien. Parfait. Florence? Oui, merci à tous, en tout cas, d'avoir répondu présent ce soir. Si vous avez la moindre question, vous pouvez m'écrire, me contacter via Doc Finance. Moi, je pourrais toujours vous renseigner ou vous donner des opportunités d'offres d'alternance. Ça, il n'y a aucun souci si je peux vous aider dans ce domaine-là. Donc voilà, je vous invite à venir sur Doc Finance et je répondrai à vos questions. Parfait. Bon, on espère tous vous retrouver au salon. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci Ange. Merci Arnaud. Merci Florence aussi d'être là. Et merci Cameline pour
ton aide sur l'organisation de cette séquence et le partage avec les étudiants en amont. Suite à cet événement, on enverra donc un email à tous les inscrits, puisque tous nous ont pas rejoints, pour leur donner donc quelques informations sur Arnaud et les programmes dont il s'occupe, ainsi que Ange, et puis leur rappeler des éléments importants pour l'événement de samedi. Samedi, comme je le disais au début, vous n'étiez pas encore tous là. On a de nombreuses écoles et universités, dont l'IAE, Gustave Eiffel, l'université donc Paris-Est, et puis donc Neoma, qui représente plusieurs spécialités. On a ces stands, mais on a aussi des espaces ateliers qui sont animés par ces mêmes écoles et universités. On a beaucoup de moments de coaching aussi qui vous sont proposés, notamment sur l'alternance donc par l'équipe de Doc Finance. Donc, c'est vraiment un moment complet, que vous soyez peut-être un peu en retard dans votre réflexion et même au tout début de celle-ci ou encore dans le flou. Et c'est pas grave de l'être, mais par contre, ce qu'il faut, c'est se prendre en main maintenant pour clarifier les choses, ou que vous ayez déjà postulé pour des programmes et que vous soyez plutôt en phase je cherche mon alternance, où je veux me donner tous les moyens de faire vraiment, comme le disait Arnaud, de ne pas prendre n'importe quel contrat. Et vraiment, là, je suis déjà, je suis bien sécurisée parce que je sais déjà où je vais aller en master, mais je cherche la meilleure alternance possible. Que vous soyez dans ces deux cas un peu extrêmes, venir au salon sera utile parce que c'est vraiment la vocation de tout ce qu'on construit et qu'on imagine lors de cet événement, c'est permettre de répondre à toute cette palette de situations. Et comme on le disait aussi, rencontrer des personnes, que ce soit en entreprise, dans votre alternance, que ce soit même à travers un élément visio comme celui-ci, mais la rencontre, c'est quelque chose qui change les perspectives. Et c'est vrai, quand elle peut se faire physiquement dans un lieu, c'est pour ça qu'on croit beaucoup à l'utilité, à l'impact que peut avoir le fait que vous vous déplaciez sur un événement. Ça change la donne parce que vous allez découvrir des choses que vous n'auriez pas forcément identifiées. Quand on cherche sur le web, on est en train de chercher quelque chose qu'on a défini comme étant l'objet de sa recherche. Sinon, on est un peu bloqué. Ça fonctionne comme ça, un moteur de recherche. Il faut quand même mettre des mots sur ce qu'on cherche. Alors que quand vous êtes dans un événement, il y a une part possible à de la rencontre spontanée, à du hasard, le fait de tomber sur une info, de découvrir quelque chose. C'est aussi comme ça qu'on construit l'événement pour permettre cela, parce qu'on se rend compte dans la problématique orientation, et c'est le premier métier d'Aide Universal, que la façon dont on prend le chemin a une énorme influence, et que souvent, dès le départ, le chemin, il n'est pas forcément bien pris. Souvent, les étudiants s'embourbent dans quelque chose, sont bloqués par leurs propres limitations, celles qu'ils se donnent, je veux dire. Et il y a beaucoup d'éléments finalement qui sont liés à la vision que vous pouvez avoir ou qu'on a pu vous donner de certaines choses, de certaines réalités qui impactent énormément, qui influencent ce que vous allez faire ou ne pas faire. Et on se rend compte, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a conçu un algorithme qui s'appelle Aide Universal Matching et qui vous permet de tester votre taux de compatibilité avec telle ou telle filière d'études et vos chances de rentrer dans tel ou tel programme. C'est parce qu'en fait, quand on fait sauter certains verrous et on explique à un étudiant, oui, tu peux tenter cette chose, regarde, tu matches avec les critères de sélection de ces programmes-là. Souvent, en fait, il réalise que le champ des possibles est beaucoup plus large que ce qu'il imaginait. Et c'est vrai que ça fait un peu peur aussi quand le champ des possibles il est large, parce qu'il va bien falloir, il va y avoir un travail encore plus important pour le resserrer et prendre des décisions, mais c'est aussi le gage d'une vraie décision et d'un succès. Et c'est vrai que c'est un travail, Ange le disait, chercher du travail est un travail, chercher le bon master, chercher la bonne alternance, c'est un travail, et plus vous ferez ce travail-là d'une manière impliquée, plus ce sera épanouissant d'abord, plus vous serez acteur de votre propre parcours, et ça c'est quand même l'idéal, de ne pas subir ce qui nous arrive, mais d'essayer d'y prendre part. C'est ce qui permet d'en être heureux, d'en être fier et d'être à l'aise, et ça n'empêche pas de faire des erreurs, mais c'est des choses qui sont beaucoup moins subies et qui sont beaucoup plus positives et constructives quand on y a pris part.
Et puis, ce chemin-là vous apprend aussi beaucoup de choses sur vous-même et ce qui aussi vient nourrir le fait d'atterrir au bon endroit, dans le bon master, dans la bonne alternance. Et c'est un cercle vertueux. Donc, je vous encourage à rentrer pleinement dans cette dynamique qui forcément vous apportera du plus vers du succès et de l'épanouissement personnel. Voilà pour mes mots pour terminer cette séquence. S'il n'y a pas de questions globales, je vais moi aussi vous remercier, tous les étudiants qui sont restés avec nous sur cet échange, et puis vous dire on garde le contact, on vous partage un peu plus d'informations, on diffusera aussi cette séquence à tous ceux qui n'ont pas pu être là. Merci à tous. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Si personne n'a autre chose à ajouter, on va terminer là ce moment.